Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Martin Latulippe. Bonjour Martin. Bonjour Mélodie, ça va? Très bien et toi? Good, ça va bien. En plus on est dans un très bel endroit à Saint-Sauveur au Québec. Donc toi tu es conférencier à l'origine. Qu'est-ce qui a fait que tu as développé une activité sur internet alors que tu aurais pu te contenter en fait de faire des conférences en présentiel? Mon premier corps de métier, comme tu as dit, oui, c'est conférencier. Ça fait maintenant, ça va trahir mes cheveux blancs peut-être. Ça fait maintenant 18 ans que je suis un conférencier professionnel de corps de métier. Et en 2009-2010, donc il commençait à avoir énormément d'activités sur le web aux États-Unis. Donc tout ce qui est la notion de Internet marketing ou les infopreneurs qu'on appelle en français. Et à ce moment-là, je faisais peut-être 175 à 200 conférences par année, un peu partout à travers le Canada et les États-Unis. Donc, ça devient un petit peu taxant. Et je pense que tout bon entrepreneur ou femme d'affaires, à un moment donné, c'est une bonne idée d'essayer de se réinventer, d'essayer de voir est-ce qu'il y a un moyen différent que je peux peut-être continuer à vivre de ma passion ou véhiculer mon message sans me brûler dans les aéroports et faire... et à ce moment-là aussi, j'avais 2 petits-enfants qui commençaient à ne plus être des bébés, mais qui commençaient à avoir besoin de la présence d'un papa aussi. Là. Et moi aussi, je m'ennuyais d'eux. Donc, en regardant ce qui se faisait aux États-Unis, j'ai vraiment décidé d'essayer de voir comment que moi, je peux peut-être amener ma saveur, mon message, avec tout ce que j'ai appris maintenant dans le monde corporatif et associatif, de travailler avec certaines des plus grandes marques au monde, c'est un privilège incroyable pour moi comme conférencier d'aller dans des endroits où souvent on va investir des millions et des millions de dollars pour améliorer leur marque de commerce, améliorer l'engagement de leurs employés. Donc moi, j'ai accès à ces informations-là, souvent en pré-entrevue de mes conférences. Donc j'avais une tonne d'informations. Et je me suis dit, il y a beaucoup de choses qui manquent sur l'Internet aussi en français. Et je me suis dit, je crois que je peux amener ma valeur, mais surtout pour me donner plus de liberté, pour rejoindre plus de personnes aussi, mais peut-être sans avoir à prendre un avion 200 fois par année. Et est-ce que justement ça diminue pas les relations humaines? Non, aucunement, parce que justement, une des choses que moi j'avais perçues à l'époque, là, on remonte 2010-2011, c'était le manque d'humanisation dans l'utilisation des stratégies web. Donc, on parle d'un ère, donc milieu des années 2000, fin 2009-10, on était beaucoup dans ce qu'on appelait du push marketing. Donc, c'était la grosse vente, les grosses tactiques de vente, les grosses tactiques on va appeler ça quasiment de la manipulation. Et moi, je me disais, est-ce qu'il y a moyen d'utiliser les vecteurs technologiques, mais d'y aller avec une approche hyper humaine, hyper authentique, hyper vulnérable? Puis je ne veux pas me peinturer comme personne de parfait. C'est que je me suis dit, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles dans un processus de vente. Tu sais, parfois, on va dire, OK, la vente d'un programme termine. Je ne sais pas ton audience, ce sont des Internet marketeurs, mais tu sais, des fois, on va dire, OK, la vente termine à telle heure. Et là, 2 jours après, finalement, il y a 8 personnes qui n'ont pas joint, donc on rouvre de nouveau. Puis là, à un moment donné, c'est comme, prenez-vous les gens pour des connards, tu sais. Avec toutes ces petites notions-là mesquines, souvent, je me disais, on va pas le faire, mais aussi, c'était le ton de la conversation. Souvent, j'avais l'impression que des gens qui vendaient des produits sur le web avaient une telle condescendance. Pareil comme si c'était comme, « Hé, petite merde, moi, je vais te vendre ce truc-là parce que moi, j'ai trouvé la solution et la vérité et la science infuse. » Et je me disais, est-ce qu'il y a moyen, justement, de garder l'humain au centre de la démarche technologique ou du web ou de l'Internet? Et c'est vraiment le pari que j'ai pris. Et ça fait maintenant plusieurs années que je parle de l'humanisation de l'ère numérique. Je pense que je suis un des premiers, en fait, sans vouloir m'auto-proclamer, là, mais qui a parlé de cette notion-là. Et souvent, dans notre marque de commerce ou dans nos événements, c'est des propos qu'on entend. Les gens vont dire, mais c'est humain, c'est tellement vrai, c'est authentique. Donc, on essaie de garder ça à l'enjeu. Donc, je pense pas que ça le coupe. Ça le coupe si tu décides de ne pas garder l'humain ou ton client au centre de ta démarche. Ouais, on peut faire du business en étant bienveillant, il n'y a pas de souci. Absolument. Et justement, quelle va être la place du côté humain, mais du côté 1 à 1, le fait de ne pas être tout le temps derrière un écran? Parce que les gens ont souvent peur de ça. Bon, je vais prendre une formation en ligne, mais en fait, j'aurai jamais personne avec qui je vais parler, avec qui je vais échanger. C'est une question de choix. Je veux dire, si tu décides de t'isoler derrière ton écran, c'est un choix. Par contre, dans des dynamiques de formation, souvent, il y a d'autres personnes qui partagent tes intérêts communs. Donc, tu peux joindre des groupes Facebook, tu peux avoir un binôme, dans le sens que tu peux avoir quelqu'un avec qui que tu vas te challenger, de dire, bon, toi aussi, tu fais la formation, moi aussi, je fais la formation. Pourquoi qu'on ne se dirait pas qu'on se parle à toutes les 2 semaines pour essayer de faire un peu de mise à jour? Où est-ce qu'on est rendu dans notre parcours? Ce que tu fais, toi, dans ton groupe Mastermind, en plus. Exactement. Exactement. Donc, dans le fond, je pense que ça en revient à l'étudiant aussi de créer une dynamique pédagogique où la rétention va être beaucoup plus élevée. C'est sûr que si tu t'isoles
et que tu es derrière ton écran, et là, la minute où c'est que tu vas avoir des défis, puis que ça va pas fonctionner comme tu le souhaites, ou que tu n'auras pas le nombre de vues souhaitées, ou que tes premiers produits ne vendront pas, et tu vas avoir l'impression de tout personnaliser. Tu vas dire, ah, il y a juste pour moi que ça ne fonctionne pas. Puis, ah, mon doux, ça va pas bien. Puis là, on va faire un peu de drame. Donc, c'est sûr que c'est pas juste une stratégie sur le web, ça. De s'isoler, c'est pas une bonne stratégie. Il faut bâtir des partenaires. Il faut aller vers des relations, même si parfois ça peut peut-être paraître intimidant. Moi-même, je suis un introverti à l'extérieur de mon corps de métier, même si les gens, des fois, ont de la difficulté à voir ça quand ils me voient sur scène. Quand je suis hors scène, je suis très, très low profile. Donc, mais je dois aller vers des relations. C'est inconfortable des fois. Ça me sort de ma zone de confort, mais en même temps, ça m'apporte tellement. Donc, évitons de s'isoler, ou dans un contexte de formation, mais de comprendre qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, avoir un binôme, donc un coéquipier, joindre des réseaux qui discutent peut-être d'un sujet similaire, aller sur des forums de discussion, joindre un mastermind group. C'est une question de responsabilisation. Puis donc, la preuve, on se voit aussi aujourd'hui. On s'est vu un certain nombre de fois ces derniers temps, exactement. Donc c'est possible. En plus, toi, tu habites au Nouveau-Brunswick, donc on n'a pas forcément, on n'est pas voisins, mais on arrive à se voir parce qu'on va au séminaire, c'est sortir un peu de chez soi. Exactement. Donc, en partie, c'est une responsabilité pour l'enseignant. Un bon enseignant, une bonne enseignante devrait mettre ces conditions-là en place parce que c'est gagnant, mais en même temps, si on se retrouve dans une dynamique où ces conditions-là ne sont pas en place, prenons la responsabilité de se dire, gars, je vais aller vers le monde parce que je sais que de chaque personne, je peux apprendre peut-être une petite chose qui va me rapprocher de mon rêve, et ça, c'est vraiment important. Et en parlant de rêve et de responsabilisation, souvent, quand on se met à son compte, on est tenté de travailler encore plus que quand on était salarié, puisqu'on n'a pas d'horaire à ce moment-là. Comment on fait pour garder un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et pas sacrifier sa vie personnelle? Bien, c'est pratiquement impossible de ne pas sacrifier sa vie personnelle à un certain moment. Hier, je faisais une entrevue, la personne elle disait « C'est quoi l'équilibre pour toi? » J'ai dit « C'est le déséquilibre. » Parce qu'en fait, on ne peut pas avoir une soif d'équilibre si d'abord et avant tout, on n'est pas en déséquilibre. Donc, c'est un peu comme le funambule qui fait son premier pas sur le fer d'acier. Eh bien, le premier pas le met en déséquilibre et lorsqu'il est en déséquilibre, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut avoir l'équilibre. Donc, l'entrepreneur, d'abord et avant tout, il faut savoir que c'est normal au début de travailler comme des dingues pendant 15 heures, 18 heures, 20 heures par jour, peu importe. Par contre, la notion de travail n'est plus la même que lorsqu'on était au compte pour une société. Pourquoi? Parce que là, le projet a un sens, il me porte, il est enivrant, il est passionnant. Donc ça, c'est une nouvelle énergie et c'est OK parce que ça prend beaucoup d'énergie pour lever un projet. Moi, un de mes premiers mentors, Mélodie, m'avait dit, c'est un peu comme, il avait utilisé l'analogie de la navette spatiale. Hein, et il y a certaines statistiques ou données à la NASA qui nous indiquent que le démarrage d'une navette spatiale, eh bien, 85% du carburant va être brûlé au launch, là, au décollage de la navette spatiale. Vous avez déjà vu une navette spatiale, c'est massif, c'est spectaculaire. 85% de l'essence va être consommée à ce moment-là. Et pourtant, ça permet seulement de franchir 1/12e de la distance que cette navette-là aura à franchir. Le 12e le plus important. Exactement, pour permettre de décoller. Par la suite, je ne te dis pas que c'est facile, mais ça nous permet quand même de naviguer ou de se diriger en orbite vers une destination qui, pour nous, est spectaculaire. Donc, en entrepreneuriat, souvent, c'est la même chose. Donc, numéro 1, je pense qu'il faut expérimenter ça. C'est comme un peu un passage obligé. C'est enivrant, c'est le fun. Si on regarde toutes les histoires à succès à Silicon Valley, ces programmeurs qui sont dans un garage et qui programment une application ou ces gens-là qui ont une idée pour Airbnb ou Instagram alors qu'ils dormaient sur le divan de leurs copains, des trucs comme ça. C'est ça l'entrepreneuriat aussi. C'est le fun. Par contre, une fois qu'on a goûté à ce déséquilibre-là, là, peut-être qu'on doit se dire, exactement, de se dire, combien longtemps que je peux garder ce rythme-là? Alors, c'est là que peut-être il faut se protéger. Moi, j'aime toujours de parler avec mes étudiants des fondamentaux. Ça veut dire que lorsqu'on atteint un certain niveau de succès ou qu'on est en route vers un certain niveau de succès, il y a des fondamentaux qui ont fait en sorte qu'on est devenu ça. Donc, je vais en nommer des simples. Moi, j'aime beaucoup lire des livres inspirants, des livres de business, écouter des podcasts pour me ressourcer, faire de l'activité physique. Et très souvent, lorsque je deviens déséquilibré, je ne fais plus absolument rien de ça. Première chose que tu coupes. Exactement. Et pourtant, si je regarde mon parcours, mais ça fait peut-être, mettons, 30 ans que je lis des livres de développement personnel, mais les moments où je m'en vais complètement en déséquilibre, je ne m'éduque plus, je n'investis plus en moi-même,
je ne prends même pas le temps pour peut-être aller faire mes activités physiques. Donc, le truc, c'est lorsqu'on a goûté assez au déséquilibre, c'est essayer de savoir, bon, mais qu'est-ce qui me remet dans mon équilibre et qu'est-ce qui devrait être non négociable dans mon agenda. Donc, ça peut être des petits rituels le matin qu'on va faire très tôt ou en se levant, dépendamment de quel genre de style de vie que vous avez, de se dire, bon, bien, est-ce que je peux peut-être prendre 5 minutes pour déposer mes intentions de ma journée? Après, est-ce que je peux prendre 5 minutes pour peut-être juste vraiment me connecter sur une énergie de gratitude et vraiment réfléchir? Moi, souvent, je vais réfléchir à des choses qu'on prend tellement pour acquis, pour dire, waouh, je vais me fermer les yeux, je me dépose, je me mets les pieds par terre, je me ground un petit peu. Et là, je veux dire, dans 10 minutes, là, je vais prendre une douche chaude. Ouais. Je viens de dormir dans un lit. C'est la folie. J'ai de l'eau potable. Et moi, souvent, c'est un petit rituel que je vais faire qui me met dans une humilité que j'aime, qui me remet en équilibre. Malgré tout le chaos qui va peut-être m'attendre dans ma journée, Donc, ce petit rituel-là est important. Par la suite, si j'ai pas le temps de faire de l'activité physique, de faire des étirements au moins. Faire peut-être quelques petits push-ups, quelques petits set-ups, m'activer, me dire à mon corps, je respecte assez mon hygiène pour dire, gars, je te pousse à la limite aujourd'hui, là, mais gars, je te prends soin aussi. Donc, des fois, c'est simplement venir déposer de petits rituels qui vont nous permettre de recalibrer, un peu comme le funambule qui dit non, on s'en va de l'autre bord. À quel moment, justement, tu te rends compte, tu te dis, là, il faut vraiment que je retrouve mon équilibre? Est-ce que tu te donnes, un an, 2 ans, 10 ans? Non, je pense qu'il faut être à l'écoute. Moi, je pense qu'on le sait. Premièrement, je crois que c'est relatif à chaque personne. Donc, ça serait difficile pour moi de dire, ben, gars, après 2 mois, 6 mois, fais attention, parce que c'est relatif. On le sait quand on est fatigué. On le sait des fois quand on perd. Moi, quand je suis déséquilibré, je perds de ma créativité, je deviens un peu blasé, je deviens moins à l'écoute, je deviens moins présent. Et tout ça, ce sont des forces pour moi. Alors, c'est un peu comme si tu m'enlèves mon super pouvoir. Eh bien, je suis plus sur mon X. Et ça impacte négativement en plus ton entreprise alors que c'est ce que tu veux éviter au début. Exactement. Et comme tout entrepreneur ou femme d'affaires, lorsqu'on est dans cette zone-là de déséquilibre, on se vend l'idée que si on travaille plus, ça va vraiment pousser. Et moi, je ne suis pas en train de vous dire, je suis pas en train de vous dire, prenez 3 semaines de vacances, un mois de vacances. On vient de parler de des rituels qui peuvent peut-être prendre 10, 15, 20 ou 30 minutes dans une journée, mais qui peuvent faire toute la différence. Tu sais, les nouvelles recherches en neurosciences nous démontrent que des tranches de temps d'à peu près 90 minutes de performance, c'est pas mal un peu le maximum que notre horizon psychologique et énergique peut endurer et qu'on devrait prendre des pauses neurologiques ou des retraits psychologiques. Après 90 minutes, peut-être aller prendre de l'eau, s'étirer, respirer, recalibrer sa présence. Donc maintenant, la psychologie de la performance nous enseigne, avec toutes sortes de recherches, que de petits rituels comme ça, dans une journée, vont nous permettre d'être plus productifs. Mais il y a plein de personnes qui disent « Non, j'ai pas le temps d'aller prendre une marche, j'ai pas le temps d'aller prendre de l'eau, j'ai pas le temps d'aller respirer, j'ai pas le temps d'aller m'étirer, j'ai des choses à faire. » Et ils finissent leur pleine journée de travail après 8 heures et 10 heures. Ils ont l'impression d'avoir été occupés, mais ils n'ont pas été productifs. C'est pas efficace. Prendre un retrait, prendre un petit recul pour retourner dans la productivité, très souvent, c'est très astucieux, là. Et quelle est la place de la vie personnelle par rapport à la vie professionnelle? Est-ce qu'on doit vraiment séparer les deux? Est-ce que l'un a un impact sur l'autre? Ouais, je pense pas qu'on peut séparer les deux. Je pense que c'est moi qui je suis dans ma vie personnelle et professionnelle, c'est la même personne. C'est comme souvent, c'est un croisement. Je pense que ce qui est important, parce que oui, ça peut impacter l'un, oui, ça peut impacter l'autre. Donc, il n'est pas rare des fois que je vais être déçu des décisions que j'ai prises avec mes enfants ou des choses que j'ai faites avec mes enfants ou des choses que j'ai dit ou pas dit à ma femme. Je suis déçu, mais dans 1 heure, je suis sur scène devant 500 personnes. De dire que ça n'impacte pas ce qui s'est passé, ça serait faux. Je le porte. Par contre, je dois apprendre à le gérer et m'assurer que les gens qui sont dans ma salle ne subissent pas. Je n'ai pas à aller sur scène et dire je viens d'avoir tel truc avec mon épouse. Non, je suis embauché pour un métier, je dois faire mon métier. Tu sais. Donc, et c'est la même chose. Donc de prendre aussi soin de sa vie personnelle. Oui, absolument. C'est ce qui va donner une force à l'inverse, parce que si au contraire tu n'es pas déçu, mais que tout se passe bien de ce côté-là, ça te donne une puissance qui est décuplée. Puissance. Et ça m'amène à l'autre point. Donc, numéro 1, c'est normal qu'il y ait une transgression des fois ou qu'un va découler sur l'autre, mais je pense que les gens qui sont dans votre entourage, je crois qu'il doit y avoir un accord commun. Un accord commun dans le sens que, par exemple, moi, je voyage beaucoup. Tu sais, je voyage beaucoup. Jamais, ça fait quoi, 18 ans, jamais ma femme m'a dit « tu voyages trop ». Wow. Jamais. C'est dire comme « tu vas pas », on en entend. Moi, je fais ça
Elle s'occupe des enfants, elle fait tel truc, elle est la corps arrière de la maison, elle a des millions de choses à gérer que moi, je serais incapable de gérer. Donc, je ne vais pas aller lui dire comment gérer ses trucs. Donc, on a une entente de voici qu'est-ce que moi je fais. Donc, tu as la permission aussi professionnelle d'être épanoui. Donc, si vous êtes en couple, si vous avez des gens qui vous soutiennent, assurez-vous qu'on comprend qu'on fait ça en équipe. Oui. Parce qu'à un moment donné, si quelqu'un travaille trop, puis là, le perso dit, ben là, tu sais, on n'a plus de temps ensemble. Donc, s'assurer de trouver un peu nos paramètres dans lesquels on va naviguer, qu'on se sent confortable. Et par la suite, mais de s'assurer que ça met en confiance aussi quand on est en affaires, qu'on sait qu'on est soutenu, qu'on sait qu'on peut y aller sans se sentir coupable. Parce que c'est ce qu'on fait, puis on est soutenu. Et comment tu gères le doute? Parce que le doute, le rejet, toutes ces émotions qui peuvent être négatives, et quand justement tu dois monter sur scène, tu dois délivrer quelque chose, qu'est-ce que tu pourrais donner comme astuce aux gens pour avancer et puis faire ce qu'ils ont à faire? Premièrement, je l'accueille. Donc, le doute, pour moi, ça a été quelque chose qui, pendant tant d'années, j'ai pensé que ça me limitait. J'ai tellement tenté de cacher mes doutes. J'ai tellement tenté de les mettre un peu sous les couvertures et de dire, je veux pas que personne voit que je suis quelqu'un qui doute, alors qu'en fait, c'est probablement une de mes plus grandes forces. Je pense que le doute, c'est sain, dans le sens que si ça te paralyse, ça sera plus sain. Mais en même temps, c'est juste une notion, en fait, qui te dit « Hey, tu veux bien faire ou est-ce que c'est la bonne chose? » Et ce doute-là va faire en sorte que peut-être que tu vas aller chercher des mentors, peut-être que tu vas étudier davantage, peut-être que tu vas te préparer davantage. C'est aussi une notion, en tout cas, en parole en public, que tu respectes ton public à un point tel que tu vas te préparer, tu veux bien faire pour eux. Donc, ce doute-là, pour moi, fait partie de mon aventure. Et encore aujourd'hui, je doute, mais je le fais quand même. OK? Donc, j'étais dans ma chambre d'hôtel il y a 15-20 minutes. J'ai terminé une entrevue avec un monsieur qui s'appelle Gary Maxwell, qui était en Angleterre. J'étais nerveux, j'avais le cœur qui me battait. Mais c'est ça, c'est qu'on ne veut plus redescendre l'échelle du succès et être inconfortable, parce que tout doit être parfait, tout doit être correct. Et si les gens voient que c'est imparfait, là, la connexion Internet n'était pas si bonne, des fois, ça fonctionnait pas bien. Je suis OK de le faire dans l'expression, ça me fait plaisir. Ça va peut-être montrer à tous mes étudiants dans le monde que, hey, j'en fais des entrevues qui sont pas bonnes aussi. Regardez mes premières entrevues en anglais, voici, et c'est correct. Et ce doute-là, un jour, j'ai entendu Jack Canfield dire que nos plus grands rêves sont derrière nos peurs. Et moi, je crois vraiment que nos plus grands rêves, nos plus grandes idées, nos plus grandes percées sont derrière nos doutes aussi. Ouais. Par contre, si on reste chez soi, il n'y a rien qui va se passer. Par contre, si on va dans l'action, on va expérimenter, on va rencontrer et qu'on on a l'humilité d'être à l'écoute et de tenter des choses, de se tromper, de recommencer, il y a de la magie qui se produit. Donc, pour moi, le doute, maintenant, je l'accueille. C'est vraiment... Souvent, je vais me dire, le doute, je le sens, on le sent quand on est dans le doute. Je vais dire, comment ça je doute aujourd'hui? Et souvent, c'est peut-être parce que je suis trop concentré sur le regard des autres, je suis concentré sur impressionner les autres, c'est peut-être mon ego qui est au rendez-vous. Donc souvent, je vais juste un peu analyser et dire, ce doute-là, il vient de où? Il est vrai, je le sens. Mais en même temps, je sais très bien que qu'est-ce qui va me sortir de ça? Souvent, c'est d'aller vers une action, aussi petite soit-elle, et d'être extrêmement reconnaissant que cette action-là que je vais faire, moi, ma psychologie par rapport à ça, c'est que l'instant est le moment. Donc, je vais apprendre quelque chose, je vais avancer. Si je me trompe, je vais avoir appris quelque chose et je vais recommencer, puis je vais progresser. Donc, pour moi, doute, c'est un allié. Et comment tu fais justement, parce que tu as appris beaucoup de choses, mais on ne sait jamais si à un moment on va avoir une question qui nous déstabilise. Comment tu fais pour rester toujours serein, peu importe tout ce qui peut se passer, qui pourrait être déstabilisant pour toi? Bien, c'est une bonne question, je le sais pas. Je pense que peut-être cette phrase-là que je viens de dire me réconforte énormément. L'instinct est l'enseignant. C'est-à-dire, si tu me poses une question déstabilisante et je connais pas la réponse, je vais te le dire, je connais pas la réponse. Donc, tu sais, j'ai pas de réponse. Donc, je trouve que si on essaie peut-être de se présenter comme quelqu'un, justement, qui a réponse à tout, qui sera jamais déstabilisé, non, c'est pas... Si c'est l'impression que je donne, c'est pas ça mon souhait. C'est dans le sens que, peu importe ce qui se passe, on va apprendre quelque chose. Et ça, c'est beaucoup la scène qui m'a appris ça, parce que souvent, quand on fait de la scène, le micro va pas fonctionner, la technologie, il va avoir un problème. Et au début de ma carrière, bien, ça me faisait beaucoup paniquer, ça me stressait. Alors que maintenant, je me suis dit, peu importe ce qui arrive sur scène,
est-ce qu'on peut le transférer en enseignement? Est-ce que plutôt que de paniquer ou d'aller dans une zone de « Ah, les gens vont dire c'était pas parfait, son micro ne marchait pas, la lumière n'était pas bonne », est-ce que je peux me dire, est-ce que je peux transformer ça en enseignement pour moi, pour mes étudiants, pour la vie en général? Et ça me met dans un état pour moi que peut-être que oui, je peux sembler être difficile à déstabiliser, mais ça m'arrive souvent d'être déstabilisé. Mais je l'accueille, puis j'essaie de me dire, bon, ben, il y aura un enseignement qui va sortir de ça. Quand tu restes dans l'authenticité, la vulnérabilité, les gens se connectent plus facilement et ils se rendent même Probablement compte à ce aussi. moment-là que t'es déstabilisé. Probablement aussi, oui. Et aujourd'hui, toi, tu gagnes très bien ta vie et pourtant, tu fais aussi des actions philanthropiques. Donc, c'est pas impossible de gagner de l'argent et d'être quelqu'un de bien. On peut faire du business en étant dans la générosité. C'est clair. Ça, c'est non négociable. En fait, on n'a même pas besoin d'attendre de faire beaucoup d'argent pour être dans le don de soi. Souvent, les actions philanthropiques, les gens vont dire, ben, moi, j'ai pas d'argent. Moi, je dirais toujours, ben, et si tu étais un philanthrope de ton énergie, et si tu étais un philanthrope de ton action, de ta personne, de ta compassion, dans le sens, sois dans le don de soi. Si tu n'as pas d'argent, donne de ton temps. Si tu n'as pas d'argent, donne de ton temps, donne de ton énergie, donne de tes talents, donne quelque chose. Mais il y a tellement de gens qui c'est comme « Ah, je donnerai quand je serai arrivé à tel endroit. » Ou « Je donnerai quand j'aurai du temps. » Ou « Je donnerai quand... » Non, au quotidien. Quand on est en interaction, boum. Présentement, je suis fatigué, j'ai formé hier toute la journée, j'ai plein de choses qui m'attendent l'après-midi, puis j'essaie de donner ma pleine présence, ma pleine énergie, parce que le don de soi, je trouve que c'est important. Donc, mais absolument, je veux dire, moi, ce mythe-là, que... Mais non, c'est ça, moi, ce mythe-là que l'argent, c'est mauvais, c'est comme, regarde, si tu veux demeurer dans tes croyances limitantes et tu veux garder tes idées reçues, il faut vraiment comprendre que la société, la lentille médiatique, ben, fait ce message-là, que le riche est méchant, le 1% est méchant. Les gens qui ont de l'argent ont atteint leur richesse très souvent de façon frauduleuse. Et regarde tous les films à Hollywood, qui est le bon? C'est le pauvre, c'est celui qui n'a pas de sous, c'est le underdog. Le riche, c'est souvent le méchant, c'est souvent celui qui va te trahir, c'est celui qui va faire vivre des injustices. Donc, le message de la société, plus toutes les valeurs judéo-chrétiennes, c'est qui le héros dans le film Titanic? C'est pas les riches, c'est le pauvre petit Leonardo DiCaprio qui est dans le sous-sol. Puis que combien de fois qu'on voit ça dans les films à Hollywood? Ce n'est que ça. Moi, mes meilleurs amis sont autant pauvres et sont extrêmement généreux. Et tous les gens que moi, je côtoie, qui sont riches, ce sont des gens qui sont dans le don de soi hallucinant. Ça permet d'avoir plus d'impact en plus. Puis si on met ça dans la page couverture d'un journal, ben, ça ne vend pas de dire qu'une personne qui a bâti son entreprise, qui fait bien, qui gagne bien sa vie, aussi fait des dons philanthropiques, ça ne vend pas de journal. Ouais. Mais par contre, de dire que quelqu'un fait du mal maintenant qu'il a fait de l'argent, ça vend des journaux, ça donne des codes d'écoute. Moi, j'achète pas cette philosophie-là. Il y a tellement de gens qui font des choses exceptionnelles. On n'en entendra jamais parler. Parce que ça ne fait pas un bon film. En fait, l'argent ne fait de toi que plus que ce que tu es. Absolument, oui. Donc en fait, si tu as une entreprise et que tu es quelqu'un de bienveillant, que tu gagnes beaucoup d'argent, ça te permet aussi de redonner encore plus, d'impacter encore plus. Absolument. 100% d'accord avec cette affirmation-là. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui te tient le plus à cœur? Continuer à faire ce que je fais, vraiment faire ma différence, voir mes étudiants et mes étudiantes progresser. C'est un charme incroyable. Donc, on regarde juste le programme de l'Académie Zéro Limite. Au cours des 6 dernières années, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de leaders du web ou de conférences ou de livres qui ont explosé autant en francophonie mondiale. Et de savoir en toute humilité que ces gens-là, c'est des élèves de l'Académie Zéro Limite, c'est impressionnant. Et je souhaite que ces gens-là me dépassent. Et il y en a déjà qui m'ont dépassé. Puis c'est incroyable de voir ce qu'ils font avec les outils qu'on leur a mis entre les mains. Donc j'ai beaucoup de plaisir à les voir évoluer, à les voir grandir. Et parce que ce qui est marquant dans ce milieu, c'est qu'il n'y a pas de réelle concurrence. Tout le monde travaille ensemble, main dans la main. Ouais. Comment ça se fait? Ben parce que c'est la seule façon. C'est la seule façon, je veux dire, la collaboration, lorsqu'on est en train de co-créer quelque chose, pourquoi que je ne partagerais pas avec toi ce que j'ai appris si ça peut t'aider? Parce que c'est l'ancien modèle, c'est mes stratégies, c'est mon public, c'est mes clients. Non, ça c'est un modèle basé sur la peur, c'est un modèle basé sur le manque, c'est un modèle basé sur
Et si j'envoie mes clients chez elle et que mes clients réalisent qu'elle est meilleure que moi, ils m'aimeront plus. C'est un modèle basé sur l'ego. Regarde une compagnie comme Tesla. La semaine prochaine, je vais être à l'usine de Tesla. Je vais avoir la chance d'aller visiter cette usine-là. En 2014, Elon Musk a donné les patterns, donc les blueprints et les patterns et les brevets de la Tesla. Ça veut dire qu'il a ouvert tout le travail que ses ingénieurs avaient fait sur la batterie électrique. Il a donné ça et il l'a rendu disponible à tous ses compétiteurs et à tous les gens qui sont dans le monde de l'automobile en disant, voici ce qu'on a jusqu'à présent. Wow. Qui peut aider à améliorer ça? Parce que nous, on est sur une mission de sauver la planète Terre avec l'auto électronique. Game changer. Alors, si on connaît un peu l'univers des brevets ou des patents ou des choses comme ça, des poursuites de téléphone cellulaire, qu'on a un autre téléphone cellulaire parce que tu as volé ci, tu as volé ça, et tu as un gars comme Elon Musk qui dit, voici les milliards de dollars qu'on a investis à faire le blueprint ou le plan de la batterie. Cadeau. Cadeau, qui peut améliorer ça? Wow. Ça, c'est le mindset de la nouvelle économie. C'est de même qu'on va régler des grosses problématiques comme l'éducation, comme le manque d'eau dans le monde, des choses comme ça, si on collabore. Mais si on pense que c'est les politiques qui ont les réponses ou que c'est une... Exactement. Donc, je pense que si on se met plus qu'un cerveau à la tâche, tout le monde grandit, tout le monde croît. C'est la même chose en business, c'est la même chose souvent dans le monde communautaire ou dans nos familles. Et tout est possible. Ouais. Super. Bien, merci beaucoup, Martin. Ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis, à très vite, j'espère. Merci beaucoup de m'avoir fait connaître ta communauté. Coucou tout le monde. Je vous souhaite une très, très, très bonne journée en direct de Saint-Sauveur. Donc, merci beaucoup. Merci. Bye. Bye.